should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Val, j'ai 22 ans et j'œuvre activement pour que notre génération vive mieux la vingtaine, qui est une grosse période de transition dans la vie, pas toujours simple. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans un épisode tant attendu par beaucoup et moi la première. L'épisode sur les bases des finances, c'est-à-dire tout ce qu'on ne nous apprend pas forcément en arrivant dans la vie d'adulte. On nous jette là-dedans et après on a nos premiers salaires, ou pas. Mais voilà, on arrive dans le monde de l'argent, le monde de l'économie. Et en général, à partir de 18 ans, on a notre premier compte en banque. Et on doit savoir gérer cet argent-là. On doit savoir faire un budget. On nous demande de faire nos comptes. On nous demande de savoir lire une fiche de paie quand on a nos premières payes. On nous demande aussi d'épargner, etc. Enfin bref. On essaie de se débrouiller et clairement combien d'entre vous êtes fauchés. Je pense que vous êtes pas mal à avoir cliqué sur cet épisode en mode ça y est, je vais pouvoir avoir un peu les connaissances qu'il me faut pour mieux gérer ça parce que franchement, marre d'être pauvre. Je vous comprends totalement. Donc voilà, j'ai fait cet épisode pour vous, pour moi, pour qu'on arrête d'être ignorant parce que j'en ai marre que ce soit réservé un peu à l'élite. Donc j'ai retraité les bases avec Stéphanie qui est experte comptable et qui a gentiment accepté de venir parler de tout ça et nous enseigner un peu ses savoirs et son expérience sur le monde un peu complexe de l'argent. Donc merci à elle, vous allez voir, c'est une femme adorable. Elle a super bien géré, elle a super bien parlé de tous les concepts et toutes les bases pour qu'on puisse mettre en pratique tout ça et arrêter d'être un peu sur le bord de la route, comme on dit. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute. Recoucou les gars, alors voilà, me voilà avec Stéphanie. Bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Je te laisse te présenter. Bonjour Valentine, merci de m'avoir invitée, ça me fait plaisir d'être là. Alors moi je suis donc Stéphanie, comme tu l'as dit, et j'ai 45 ans, j'ai 2 ados de 16 et 18 ans. Parler argent en fait, c'est une habitude chez moi. Parce que j'ai été expert comptable pendant plus de 10 ans. J'ai été commissaire aux comptes, directrice administrative et financière et j'ai tout un bagage d'études autour des finances, autour de la comptabilité. Donc ça fait 25 ans que je baigne dans les chiffres, dans les flux monétaires, l'argent. Et du coup, aujourd'hui, je vulgarise la gestion, c'est-à-dire aussi l'argent, pour que ce soit plus facile pour tout le monde. Ok, super, super intéressant. Je pense que tu vas en aider plus d'un aujourd'hui. Donc merci beaucoup de venir partager tes connaissances et ton expérience aujourd'hui. Pour commencer, je voulais te demander, du coup, quelles sont selon toi les bases à connaître en finance quand on devient adulte et qu'on n'y connaît rien en fait? Si on parle vraiment des bases, déjà, bienvenue dans la jungle financière. Heu et l'idée derrière, pour pas se faire manger tout cru, c'est de concevoir 4 choses, on va dire. La première, c'est de gagner de l'argent. C'est logique, mais bon, si on gagne pas d'argent, du coup, c'est super compliqué parce que, il y a pas de carburant mis dans un véhicule, si tu mets pas de carburant, que ce soit, du pétrole ou de l'électricité, peu importe, ça n'avance pas. Ensuite, il va falloir savoir le gérer ce carburant. Savoir où il va, au lieu de le voir disparaître mystérieusement comme ça, pouf. Donc le tracer. Et puis la troisième chose, c'est qu'il va falloir épargner. Mettre un peu de côté, même si c'est 10 € régulièrement, pour éviter d'être dans la dèche au moindre pépin, en gros. Et enfin, le quatrième point, c'est éviter les pièges. Alors, c'est quoi les pièges? C'est les crédits trop faciles, c'est les abonnements qui s'accumulent, c'est les achats compulsifs, c'est tout ce qui pourrait être le pire ennemi financier, en fait. Donc, je récapitule, gagner l'argent, le gérer, épargner et éviter tous les
comment dire? Les dépenses qui partent comme ça sans qu'on puisse s'en rendre compte et sans qu'on les gère et les maîtrise. D'accord, super. Et ben, écoute, tu parlais justement de, gérer son argent et cetera. Mais, selon toi, comment commencer? Par exemple, comme si, par exemple, je suis un étudiant sans revenu fixe, hem, avec du coup des revenus plus ou moins irréguliers et cetera. Comment est-ce qu'on peut faire pour commencer un peu à gérer notre argent justement? Ouais, alors, il y a quand même une petite base et l'idée, c'est de commencer à gérer dès maintenant. C'est de faire un mini budget. Alors Mmh. un mini budget, ça paraît tout bête, hein, mais histoire de pas tout cramer, en bouffe et en soirée. Je me rappelle de mes soirées étudiantes. C'est d'éviter des découvertes parce que ça, c'est un trou noir qui aspire l'argent du futur. Donc c'est vraiment pas le bon plan et c'est vraiment de mettre de côté. Donc et puis derrière, il y a toutes les astuces d'étudiants pour payer moins cher, que ce soit, les réductions spéciales étudiants, les applis anti-gaspi ou bien les bons plans divers et variés. Le partage, la mise en commun de différentes choses permet aussi, ça. Globalement, comment est-ce qu'on tient un budget? C'est tout simple. On note ce qui rentre, c'est-à-dire les revenus, les aides, les petits boulots, peu importe, hein, la CAF, peu importe. Et puis, on note ce qui sort. Le loyer, les courses, Netflix, les soirées étudiantes, peu importe, on note tout. Et l'idée, ben, c'est de s'assurer que le résultat n'est pas négatif. Sinon, faut ajuster. Peut-être trouver un petit boulot, peut-être, demander à mamie ou je ne sais quoi, peu importe comment on ajuste. Demander à mamie, ça s'appelle de la love money. Ça a un nom. OK. Ah, c'est génial. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'équilibrer ça et en fait, il y a pas besoin de gagner, 1 000 000 € par mois pour gérer son budget. Un budget, ça se gère même avec de l'argent de poche, en fait. Mmh. OK. C'est qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort? Est-ce que je suis toujours en positif? OK, donc en fait, du moment qu'on a de l'argent sur le compte, peu importe, même si c'est 100 € et ben, il faut pouvoir le gérer et savoir, ce qui rentre et qui sort, en gros. C'est exactement ça. Et après qu'on le fasse sur un cahier ou sur une application ou un tableur, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est qu'est-ce qui reste à la fin? Est-ce qu'on est conscient de ce qui reste à la fin? OK, et une fois qu'on a du coup, cet œil-là sur, enfin cette vision-là du coup sur cet argent qui rentre, qui sort et la différence entre les 2, comment du coup, hem, prévenir un budget tenable et et heu et savoir quoi mettre dans quelle partie de notre budget, si c'est plus l'alimentation et cetera? Comment, parce que moi je sais que ça peut être en tout cas un sujet qui peut vraiment me bloquer beaucoup. Comment, ouais, répartir comme il faut dans les cases et surtout que ce soit tenable et pas, hem, pas flou pour nous, en fait? Alors, la première chose, ça va être l'observation. Donc pendant un mois, peut-être 2, tu vas noter tout ce qui rentre et tout ce qui sort. Comme ça, tu pars pas de zéro, tu pars pas d'une boule de cristal, tu ne t'appelles pas Madame Irma. J'ai des références de quarantenaire, pardon, hein. Nostradamus, ça marche aussi, c'est encore plus vieux. Donc, tu n'es pas devin, tu ne pars pas de rien, tu pars d'un constat qui existe déjà. Donc, c'est quoi tes dépenses actuelles? Tu notes, tu notes, tu notes. Et après, tu regardes. Et tu fais une moyenne. Donc, si tu as des revenus en dents de scie, parce que un mois, tu as fait un inventaire, et puis le mois d'après, tu as gardé des gosses, et puis après, tu as eu un CDD pendant une semaine ou 2 parce que c'était les vacances, et ainsi de suite, tu vas faire une espèce de moyenne. Donc, tu prends les mois les plus hauts, les mois les plus bas, et tu fais la moyenne de tout ça. Et après, tu vas faire une priorité sur tes dépenses fixes. Le loyer, les factures, l'alimentation. Ça, t'as pas le choix. Tu dois manger, tu dois payer ton loyer, tu dois... C'est entre guillemets incompressible. Alors on va me dire, ouais, mais l'alimentation, si, c'est compressible. Non, c'est pas compressible.
Oui, après tout dépend aussi de quelle alimentation, si c'est les courses, du quotidien ou si c'est, des restaurants ou, Uber Eats ou Les des trucs courses comme du ça. quotidien. Après, OK. tu vas pouvoir épargner parce que c'est vraiment important, c'est une habitude à prendre, même si c'est 5, 10, 20 € par mois, peu importe, c'est juste une habitude. Et après, ça va déjà te permettre d'avoir une petite marge pour les imprévus. Et après, tu vas garder, entre guillemets, un petit quelque chose pour les plaisirs raisonnables. Les sorties, les fameux restos, le shopping, etc., etc. Et en règle générale, donc en fait là, du coup, tu as déjà 2 catégories. Le nécessaire, les plaisirs raisonnables. Et souvent, si tu pars de ce qui existe, il va y avoir une troisième catégorie qui est le gouffre financier, c'est-à-dire que ton argent disparaît sans que tu aies d'explication. Tu as là tous les retraits en liquide que tu sais pas où ça passe. Donc le mois où tu analyses, essaie, si possible, de ne pas retirer d'argent en liquide, juste le temps de voir, ou alors note dans quoi tu l'as dépensé. Est-ce que c'était de l'alimentation type paquet de pâtes ou est-ce que c'était des restaurants? Donc il faudrait qu'on trace chaque élément pour lequel on dépense? OK. OK, Dans un OK. premier temps, vraiment le temps d'avoir une image globale pour pouvoir après, derrière, faire un budget. OK. OK, très bien. Et du coup, selon toi, comment mettre de côté quand on gagne peu? Si par exemple, tout notre budget, il part dans les revenus fixes parce qu'on a, très peu de revenus et qu'on a un loyer à payer et cetera, comment, épargner tout de même? Euh, c'est ce que j'appelle faire de l'épargne forcée. C'est-à-dire que tu mets de côté en toi d'abord. Ton revenu, il arrive direct. Tu mets de côté la somme que tu t'étais dit que tu allais mettre de côté et t'y touches pas. Sauf si tu as un imprévu, type la voiture qui tombe en panne ou des choses comme ça, hein. Mais t'y touches pas pour les soirées étudiantes, le resto ou... Non, ça, c'est de côté et c'est bloqué. Et derrière, ben, l'idée, c'est soit de gagner plus, soit de dépenser moins sur les autres postes. Ce qui n'est pas toujours évident, hein, j'entends bien. Je vais bien souvenir de mes années, étudiantes et de mes premières années où je gagnais assez peu. Moi, je faisais des inventaires chez Carrefour. Il faut compter les brosses à dents qui se balancent et qui tombent du coup. C'était horrible. On passe tous par là. Ouais, c'est ça, on est tous passés par là, il y a pas de problème. Après, je donnais des cours, déjà. Je donnais des cours, de lecture à des enfants qui étaient en primaire, je donnais des cours de maths, enfin bref, j'ai été chercher de l'argent partout où je pouvais aller en chercher. J'ai vendu des paires de chaussettes en porte-à-porte, le pire job de ma vie. Là, clairement, j'ai dû vendre une paire et j'ai fait je sais pas combien de portes. Ah, c'est horrible, tu dois tellement te faire jeter par les gens. C'est ça. Donc l'idée, en fait, c'est d'épargner en mode forcé et puis après derrière, ben, du coup, d'augmenter petit à petit ses revenus ou bien, de dépenser moins. Après ça dépend pourquoi ton épargne est faite. Oui, oui. Si c'est plutôt pour des projets ou les urgences comme tu l'avais dit. C'est ça. Mais dans ce cas, est-ce que tu conseilles aussi qu'on catégorise nos épargnes en disant, heu, peut-être qu'on a un seul compte avec toutes nos épargnes dessus et dans ce cas, on a, 100 € pour, je sais pas, m'acheter un chien plus tard ou, 100 € pour, les urgences, 100 € pour, tel projet professionnel, qui peut nous intéresser, donc selon toi, c'est aussi intéressant du coup de catégoriser nos épargnes? Oui et non. Si tu as un projet type, voyage ou appart à acheter ou truc comme ça, oui, il va falloir tracer parce que sinon ça va se noyer dans l'ensemble. Et le truc, c'est que en règle générale, une épargne, c'est fait pour les coups durs et que le principe d'un coup dur, c'est qu'il est imprévisible. Donc tu ne sais pas derrière combien va te coûter ce coup dur. Et si tu parlais d'une urgence et tu mettais 100 €, si au final ton urgence, elle te coûte 300 €, comment tu fais? Est-ce que finalement, non, c'est pas si urgent que ça? Ou
Ouais. Donc Ou alors on prend l'argent, du chien. ou alors on prend l'argent du chien. Donc théoriquement, avoir une petite idée de pourquoi tu économises, oui, c'est important parce que ça met un moteur sur, le fait que, oui, ce mois-ci, tu vas économiser et non pas le: «Oh, c'est bon, je verrai le mois prochain». Mais derrière, il faut pas que ce soit trop strict non plus, sinon, bah, ça te OK et du coup, une fois que, du coup, ce budget est établi, tout ça, on parle souvent justement de, heu, faire ses comptes. Hem, du coup, je suppose que c'est ça dont tu parlais, de devoir, hem, tracer ce qu'on dépense. Mais une fois que justement ce budget est fait et qu'on n'a plus forcément à tout tracer, chaque, élément qu'on achète, comment faire ses comptes de manière simple, sans y passer 2 heures par semaine? Alors, sans y passer 2 heures par semaine, on va en revenir aux 3 catégories. Le nécessaire, le loyer, la bouffe, les factures. Les plaisirs raisonnables, les sorties, le shopping, tout ça. Et le gouffre financier. Peut-être les abonnements divers et variés qu'on peut accumuler au fil, des sites visités. Peut-être limiter ça. Régulièrement faire le point sur, ces abonnements donc. Et derrière, on va aller regarder le solde bancaire une fois par semaine, en 10 minutes. Et on va aller quand même tracer tout ce qui est sorti du solde bancaire. Vérifier que tout est en ordre. Est-ce que, les, 50 € qui sont sortis là, c'est normal? Est-ce que c'était prévu? Oui, non? Et par rapport à ça, il y a une technique entre guillemets, ça marche très, très bien pour les tout petits budgets, c'est la technique des enveloppes. La technique des enveloppes, elle consiste à tout retirer son argent en liquide, grosso modo, sauf une base pour payer, l'électricité qui est prélevée, le loyer qui est prélevé, enfin bref. Mais et bien évidemment l'épargne qu'on met de côté, mais prélever, en liquide tous les achats, tout le budget qu'on a et mettre dans des enveloppes. Donc une enveloppe nourriture, une enveloppe, shopping, une enveloppe, sortie, une enveloppe peu importe. Du coup, tenir son budget avec ça. Résultat des courses, c'est visuel parce que pour le coup, l'argent liquide, c'est des billets, c'est des pièces. On voit vite, contrairement à une carte bleue, si c'est là ou si c'est pas là. Et avant de sortir, quand on prend l'enveloppe sortie et qu'on voit qu'il reste un billet de 5 et une pièce de 1, le budget, il est super bien tenu et super vite en moins de 10 minutes. On sait ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Donc, 2 possibilités. Soit on trace super rigoureusement toutes les semaines ce qu'on a sorti et ce qu'on peut encore sortir sur la semaine à venir ou les 2 semaines à venir sur le mois. Soit on fait la technique des enveloppes qui consiste à retirer le budget par catégorie, à le mettre par catégorie dans des enveloppes et donc, au fil du temps, de voir l'argent se réduire et donc d'en prendre conscience. C'est cette conscience-là, en fait, qu'on va chercher avec les enveloppes pour pouvoir se dire, bah, en fait, là, je peux ou non, je peux pas. OK et si justement il y a un reste à la fin, de ces enveloppes-là ou juste de notre budget dans ces catégories-là, que faire de ce reste-là? Alors, 2 possibilités, soit tu le mets en épargne, soit tu le reportes sur le mois suivant pour, le budget plaisir raisonnable. OK et donc quel serait selon toi parce que là, on parle plutôt d'un suivi, donc plutôt, au cours du mois ou en fin de mois. Quelles seraient selon toi les premières choses à faire quand on vient d'avoir notre paye, par exemple? La toute première paye ou toutes les payes de tout le temps? Les payes mensuelles. Bah, OK, OK. déjà la toute première paye. Alors la toute première paye déjà, on la célèbre. Déjà, on peut se faire un petit plaisir, un petit truc qui nous faisait, de l'œil depuis un certain temps. On a le droit, je pense, c'est notre première paye, voilà. C'est un avis très personnel, hein. Les financiers seraient peut-être pas du tout d'accord avec moi, mais pour moi, ça se célèbre, donc voilà. Et ensuite, sur, le reste, on va tout mettre par budget. Donc tout ce qui est nécessaire, on va le bloquer, on n'y touche pas. On n'a pas le droit, c'est pour le loyer, c'est pour, la nourriture, c'est pour les factures diverses et variées, électricité, l'essence, peu importe, mais qu'on ne soit pas bloqué et qu'on ne creuse pas le découvert. Donc on bloque tout ce qui part irrémédiablement, on n'y touche pas. On fait notre épargne, puisque, bah, c'est ce qu'on fait dans les premières choses aussi, hein. Et après, ce qui reste, bah, pour le coup, comme dit, hein, c'est pour, les sorties, les plaisirs et cetera et cetera. Et si on trouve qu'on n'a pas assez pour les plaisirs et cetera,
on trouve, des compléments financiers ailleurs, que ce soit, des jobs à côté ou que ce soit, peu importe le moyen. Mais voilà, comment en règle générale, une paye ça se gère? D'abord, on paye ce qu'on a à payer, notre épargne forcée et après les loisirs. C'est rude dit comme ça, hein, je me rends compte de ce que je te dis. Non, mais c'est vrai, à un moment, je pense qu'il faut être réaliste et au moins, ça nous permet sur le long terme d'être plus confortable et c'est comme un enfin, on va dire que c'est pas hyper agréable. En tout cas, je sais, que pour beaucoup de gens de mon âge, ça peut paraître lourd de, en tout cas, suivre ses dépenses et noter ce qu'on dépense et cetera, et ce qu'on gagne. Mais je pense que c'est un bénéfice, en fait, sur le long terme et qu'après justement, bah, on va dire que le nous du futur nous remerciera et dans tous les cas, ça deviendra de plus en plus confortable et ce sera, de plus en plus facile aussi et voilà, quoi. Et c'est pas le nous du futur de dans 30 ans, hein, on n'est pas sur, entre pardon, ce qui me vient, c'est le changement climatique parce que moi, ça fait depuis, les années 80 qu'on me dit que donc c'est non, on est clairement sur, le toit du futur de dans 3 semaines. Celui qui pourra pas manger parce qu'il a tout cramé la première semaine, et qui du coup n'a pas de quoi s'acheter un paquet de pâtes. On est vraiment sur du très court terme. Donc sur du très court terme, faire un budget, constituer une épargne de sécurité, payer ses dettes s'il y en a et profiter un peu derrière, c'est vraiment la base et ça prend OK, faire un budget, suivre ses comptes, ça prend 10 minutes par semaine. C'est rien 10 minutes par semaine. 10 minutes par semaine, sur le temps qu'on scrolle sur nos téléphones, c'est vraiment rien du tout. Et derrière, on gagne en sérénité, on gagne en c'est même pas de la sérénité parce que on peut manger correctement la fin du mois. C'est de la sécurité en fait, hein, c'est plus que de la sérénité, c'est on gagne en sécurité. Alors après, certains vont me dire: «Ouais, mais je trouverais bien un truc, un intérim, un truc, pour, faire rentrer de l'argent ou bien, je vais investir dans les cryptomonnaies». Oui, mais c'est pas certain. Donc moi, je préfère jouer avec l'argent certain que, le futur incertain. Ouais. Oui, en tout cas, de sûr pour commencer, enfin surtout quand on a, des petites payes, quoi. Ouais. Ouais, une petite parenthèse, sur les cryptos parce que j'ai mis le sujet sur la table. On ne joue pas avec l'argent qu'on ne peut pas perdre. Ça, c'est vraiment un truc, enfin c'est ça, moi je l'ai appris à l'école puisque j'ai fait une maîtrise des sciences et techniques comptables et financières. On ne joue pas avec l'argent qu'on ne peut pas perdre. On joue pas avec l'argent du loyer, on joue pas avec l'argent pour acheter la nourriture. On joue en fait avec, les petits plaisirs, d'à côté en fait. Oui, oui, bah, oui. Ou juste, ouais, les surplus qu'on a, quoi. À la limite, ouais, mais surtout pas avec l'argent du loyer. Et d'ailleurs, en parlant de d'argent qu'on ne peut pas perdre, hem, il y en a, à mon âge, du coup, qui font des prêts, qui ont des dettes, s'ils sont dans des écoles, privées, par exemple, heu, ils ont souvent des prêts à rembourser. Hem, donc quel serait ton conseil pour une personne qui est dans cette situation-là? Pour justement, enfin, que faire quand justement, on a des dettes ou des prêts à rembourser et que, bah, en fait, on est à découvert ou juste qu'on a très, 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 très peu de revenus? Quelles sont les premières choses à faire pour justement, s'en sortir? Alors, on va déjà partir de la situation la plus simple qui est juste le découvert. Quand on a un découvert, on arrête toutes les dépenses inutiles. Ce qui peut être rude, hein, mais après, pour avoir été étudiante, heu, j'ai pas le droit de dire certaines choses. Mais j'avais assez peu de moyens, hein, comme tous les étudiants. Je sais parfaitement qu'on peut entre guillemets «faire d'excellentes soirées» et s'amuser, avoir des vrais instants de convivialité et d'échange, sans que ça coûte énormément d'argent. Donc vraiment, les dépenses inutiles, on sabre. Peut-être se retrouver chez les uns et chez les autres plutôt qu'au restaurant ou dans un bar ou vraiment, on sabre. Ensuite, on va mettre la priorité sur le remboursement, par ordre d'urgence. On va peut-être, pour un découvert, renégocier avec la banque si besoin.
parce qu'un découvert, ça peut coûter très vite cher. Et puis, on va adopter une gestion beaucoup plus rigoureuse pour éviter que ça recommence. Ça, c'est la base avec le découvert. Pour ce qui est des emprunts, il y a 2 sortes d'emprunts. Il y a les emprunts pour les études, où là, normalement, derrière, on a un diplôme qui est censé être un diplôme reconnu, avec un futur job qui nous attend, qui est censé être un job qui gagne bien. J'ai envie de dire, il n'y a pas de jugement par rapport aux différents métiers, parce qu'il faut de tout pour faire une société. Donc, aucun jugement de ma part. Par contre, en constat, on va dire qu'un politicien gagne plus d'argent qu'une caissière dans la supérette d'à côté. Lequel est le plus utile? J'ouvrirai pas le débat, mais n'empêche qu'il y en a un qui gagne plus d'argent que l'autre. Dès l'instant où c'est un investissement, c'est-à-dire que plus tard, ça va nous rapporter de l'argent, c'est OK. Il n'y a pas de problème avec ça. S'endetter pour ses études, si derrière on sait que on va être dans un job qui va vraiment largement payer et donc nous permettre confortablement de rembourser l'emprunt, ça me va. Il n'y a pas de problème, c'est cool. Je mettrai quand même un petit bémol sur la cohérence des métiers. Surtout que vos générations, elles sont pas comme la mienne, où nous, on était, entre guillemets, formatés pour la réussite. Quand j'échange avec mes ados, je vois bien que le bien-être mental et le bien-être physique rentrent en ligne de compte. Donc, si vous vous rendez compte que le job que vous aviez prévu, il vous donne de l'urticaire, on va peut-être remettre en cause les choses avant de faire encore 3 années d'études qui surendettent encore plus. Ça, voilà, c'est juste un constat. Ensuite, il y a l'emprunt pour acheter l'écran plat ou le truc entre guillemets loisir. Ah, celui-là, je le déconseille fortement. Ça, c'est pas un investissement dans le sens où cet emprunt-là, derrière, il rapporte rien. L'écran plat, il va pas vous ramener d'argent. Pour moi, un emprunt, c'est en face d'un investissement. Une maison, parce que derrière, soit vous y habitez, soit il y a de la location, donc, ou un appartement, peu importe. Moi, je suis à la campagne, c'est pour ça qu'il y a plus de maisons que d'appartements. Ça peut être... peu importe, mais un emprunt, pour moi, c'est vraiment derrière parce que il va y avoir des rentrées d'argent ou pas de sortie d'argent derrière. Dans le sens où, moi, j'achète ma maison, mais derrière, après, du coup, j'aurai pas de loyer à payer puisque la maison sera à moi. Oui, OK. Tu vois? Ouais, L'écran ouais. plat, en fait, en plus, il y a une obsolescence. Donc, ça veut dire qu'il finit ses jours très rapidement. Concrètement, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, tout ce qui est loisir, entre guillemets, pas d'emprunt pour ce genre de choses, même si ça fait très envie, pas d'emprunt pour ce genre de choses. On ne vit pas au-dessus de ses moyens. Ça veut dire que si on n'a pas les moyens de s'acheter un écran plat, peut-être que dans un premier temps, on aura une vieille télé donnée par oncle Georges qui a encore un tube cathodique et qui fait d'un âne mort et qui est immense et énorme. Peut-être qu'on n'aura pas de télé. Peut-être que on regardera l'écran sur son ordinateur. Peu importe. Et s'il y a un besoin comme ça du type ordinateur, parce que ça, c'est beaucoup plus, entre guillemets, subtil que la télé. La télé, c'est hyper facile. Voilà. L'ordinateur, c'est différent parce que ça vous sert de loisir et à la fois de travail. Et là, il y a des sites de seconde main qui fonctionnent très bien et où vous pouvez avoir des appareils qui en plus sont écologiques puisque seconde main pour vraiment pas très cher. OK, super, merci beaucoup. J'avais envie de revenir sur des toutes petites bases qui peuvent paraître anodines, mais en fait qui sont peut-être pas connues de tout le monde. Est-ce que tu pourrais redonner la différence entre un compte courant, un livret A, une épargne de précaution, et cetera? Alors, un compte courant, c'est là où arrive ton argent et c'est là d'où il part. C'est là où l'argent rentre et sort, tout simplement. C'est le compte que tu utilises le plus, c'est le compte, pour tout et rien. C'est vraiment en fait, le compte principal et c'est le compte principal à gérer, bien évidemment. Le livret A, c'est un compte d'épargne qui s'appelle livret A.
Mais il y en a d'autres. Il y a des LLD, il y a plein d'autres noms de comptes d'épargne. Ça, c'est pour mettre de l'argent de côté pour les imprévus, par exemple. Alors clairement, le rendement, il est nul. Il est vraiment mauvais, mauvais, mauvais. Mais la joie du livret A, c'est que ton argent est disponible à tout moment. Contrairement à des épargnes qui peuvent être bloquées sur des comptes qui sont bloqués 6 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, voire pour certains comptes jusqu'à ta retraite. Ensuite, l'épargne de précaution, pour moi, c'est juste le fait de mettre de l'argent de côté pour plus tard. C'est un matelas anti-galère, en gros. Idéalement, ça se met sur un compte rémunéré. On parle de matelas, mais ça se garde pas sous le matelas ou sous l'oreiller, ça c'est pas très très bon. Donc sur un compte rémunéré de préférence, et ça peut être mis justement sur ton livret A, ou ça peut être mis sur un autre compte d'épargne qui s'appelle autrement. Ça, pour le coup, tu prends rendez-vous avec ton banquier qui va t'expliquer les différents comptes et les différentes possibilités que tu as. Si, par exemple, tu sais que dans 5 ans, tu veux t'acheter un appartement, ça peut être, tu vois, du long terme. Ton argent, tu vas pas forcément le mettre sur du livret A. Tu vas peut-être plus le mettre sur un compte bloqué pendant 3, 4 ans, histoire déjà d'être sûr de ne pas y toucher, et puis histoire qu'il te rapporte plus que le livret A. Et ça, c'est pas de l'épargne de précaution, tu vois, puisque c'est pour un projet, que ce soit un voyage, un appart ou peu importe. Mais pour le coup, tu vas prendre rendez-vous avec ton banquier qui, lui, va t'expliquer les différents outils qu'il peut te proposer pour justement épargner sur du plus long terme. Épargne de précaution, moi, je l'ai toujours mise sur mon livret A. Bon, après, peut-être que d'autres financiers font plus compliqué que ça, mais pour une base, je trouve ça très bien et très suffisant. Ça rapporte vraiment rien, hein. Je veux dire, les taux de livret A, on est vraiment sur que dalle. Et je crois que c'est 30%, quelque chose comme ça? Oh, je crois que c'est beaucoup moins. OK. Bon, bah, je le mettrai en description alors. Aussi, pour ceux qui ont eu leur premier petit job, en général, en plus de recevoir notre salaire, on reçoit une fiche de paie, enfin quelque chose qu'on appelle une fiche de paie, soit par la poste, soit qu'on nous donne directement. Mais en fait, et on nous dit qu'il faut les stocker ces fiches-là. Ouais, Mais ouais. ça sert à quoi? Qu'est-ce que c'est? Et comment on les lit? Parce que moi, perso, c'est du chinois, hein, vraiment, Ouais, ouais, c'est crypté, on est d'accord. Il faut un décodeur. Alors, tu vas pouvoir voir plusieurs grosses cases, on va dire, sur ta fiche de paye. Alors, tu as déjà le salaire brut. Le salaire brut, en règle générale, c'est ce que t'a promis ton employeur. Alors, on s'emballe pas trop parce que le salaire brut, à ça, s'enlève tes cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est l'assurance maladie, c'est ta retraite, c'est ta complémentaire, c'est tout, entre guillemets, ce que tu payes pour à côté. Alors, à côté, Pôle emploi, je vais m'exprimer, c'est Franck Lepage qui dit ça, je trouve d'une très belle manière. Il dit: «C'est du salaire différé». Ça veut dire qu'en gros, c'est du salaire que tu toucheras, le jour où tu seras, au chômage, le jour où tu seras malade ou le jour où tu seras à la retraite. OK. Alors, c'est pas tout à fait du salaire différé dans le sens où on est plutôt sur un mode d'assurance. Dans le sens où si tu fais le compte et que tu as cotisé, je vais dire des chiffres à 2 balles, hein, mais mettons que sur ta carrière, peu importe quel âge tu as déjà cotisé 10 000 € de Pôle emploi ou d'assurance maladie. On va partir sur l'assurance maladie. Tu ne recevras pas forcément 10 000 € d'assurance maladie le jour où tu es malade. Ça ne marche pas comme ça. Mais en tout cas, ces cotisations servent à ça. Elles te servent à te couvrir en cas de coup dur. Et les coups durs, c'est la maladie, c'est la perte d'emploi et c'est dur de dire ça, surtout que j'ai des cheveux blancs, c'est la vieillesse. Donc, tu as ton salaire brut, tu as tes cotisations. Les cotisations, il y a 2 colonnes. Il y a les cotisations salariales. Donc ça, c'est celles qui sont enlevées
de ton salaire brut. Et à côté, normalement, alors en fonction des fiches de paye, parfois c'est indiqué, parfois pas, tu as les cotisations patronales, c'est-à-dire c'est les cotisations que ton patron paye pour toi, en plus de ton salaire brut. Et à la fin, il reste le salaire net, c'est-à-dire le net à payer, c'est ce que tu touches vraiment. C'est souvent un grand moment de déception quand on parle du salaire brut. Oui. Quand on fait la Voilà, comparaison, il y a souvent une différence. la différence, c'est tes cotisations sociales. Cotisations sociales que certains appellent charges. Moi, je fais vraiment la distinction entre les charges qui sont pour moi ton loyer, ton électricité et les cotisations qui sont les cotisations au système d'assurance maladie, au système d'assurance chômage et d'assurance vieillesse. Est-ce que c'est ça aussi qu'on appelle taxe? Non, les taxes, c'est différent. Les taxes, ça sera plutôt la TVA ou taxe d'habitation. C'est pas les mêmes organismes, en fait. Tes cotisations sociales, alors il y a une petite cotisation CSG, CRDS qui part à l'État, mais le reste de tes cotisations, ça part à l'URSSAF, la sécurité sociale, les caisses de retraite, les caisses maladie, famille, etc., etc. Si tu touches, par exemple, ou si ta famille touche une allocation familiale, c'est parce qu'il y a des gens qui cotisent aux allocations famille sur les salaires. C'est le système de répartition. Les taxes, c'est différent, c'est l'État. On est plus proche des impôts sur les taxes que des cotisations sociales. Il y a le social et il y a l'État. Le social, c'est censé être vraiment pour le social, donc plutôt les gens, alors que taxes et impôts, c'est censé être plus pour les infrastructures, les écoles, les routes, les hôpitaux, etc., etc. OK, OK. Et du coup, pourquoi il faut garder ces fiches-là? Pourquoi elles sont si importantes? Pour ta retraite. Pour OK. prouver que tu as cotisé à ta retraite. Alors, je ne sais pas, très clairement, si le système de retraite existera encore quand moi je passerai à la retraite. Alors vous, je sais vraiment pas. Mais pour le coup, vous avez quand même cotisé et du coup, faut garder cette preuve parce que les systèmes conservent tout sous système informatique. Mais tu connais les systèmes informatiques, des fois ça bug. Ou des fois, il y a eu un manque du côté de ton patron qui a oublié de cocher une case ou quelque chose, et du coup, toi, eh ben, le système ne te connaît pas. Ou en tout cas, pas pour ce job-là. Donc, OK. il faut vérifier que, du coup, alors, pas tout de suite, hein, pas tout de suite du tout, du coup, mais plus tard, tu recevras des synthèses de tous tes jobs pour voir à combien tu as déjà cotisé, où tu en es dans ton parcours, entre guillemets, combien de trimestres tu as validé, parce qu'on parle en trimestre pour la retraite. À ce moment-là, il faudra ressortir tes toutes premières fiches de paye, les inventaires avec les brosses à dents ou les choses comme ça pour voir si ça y est bien. Ce qui veut dire très clairement que les jobs au black, il n'y a pas de cotisation dessus, donc il n'y a pas de retraite. Si vous gardez des enfants le soir, payés la main dans la main, et que vous repartez avec 20 €, qu'il n'y a pas de cotisation et pas de fiche de paye, il n'y a pas de cotisation, pas de bras, pas de chocolat, il n'y a pas ni de chômage compté dessus, ni de retraite, ni d'assurance maladie. OK. Donc en fait, ouais, ce sera juste la paye, nette, on va dire et heu et du coup de la paye sur le moment et pas pour plus tard, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, après, en fonction de ce que le gouvernement fait de notre système, est-ce qu'on a confiance dans les payes pour plus tard ou pas? C'est un autre débat. Oui. Oui, c'est vrai que c'est en constante évolution donc à voir ce que l'avenir nous réserve. Vous voilà à la fin de cette première partie sur l'épisode sur les finances. C'était un épisode un peu long, donc j'ai décidé de le couper en deux. Je sais que c'est toujours plus agréable à l'écoute et plus pratique aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, que vous avez compris, que ça allait pas trop dans tous les sens. N'hésitez pas à me faire un retour aussi sur ça. Je suis consciente qu'il y a beaucoup de concepts et beaucoup d'actions à mettre en place, beaucoup d'étapes, et que ça peut pas être forcément évident au moment où vous voulez les mettre en place. Enfin perso, je sais que j'aurais du mal à me rappeler de tout, donc je vais vous faire un récap par écrit. Euh, En tout cas, des premières choses à mettre en place, notamment pour les budgets, etc. Je vais essayer de classer ça par thème. Vous pourrez retrouver ça sur le compte Instagram, qui est Les Bulles Podcast tout attaché. N'hésitez pas à me faire un retour. Si vous avez d'autres questions, dans tous les cas, il y aura d'autres sujets qui seront traités dans la partie 2 que vous retrouverez la semaine prochaine. Donc soyez un petit peu patients.
Mais voilà, et je compte aussi interviewer d'autres experts sur les finances pour aller aussi plus loin. Là, j'ai voulu traiter les bases, mais évidemment, on ira aussi plus loin sur ceux qui souhaitent pousser un peu plus le sujet. Et si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à me le faire savoir. J'aimerais bien traiter tout ce qui est investissement et d'autres sujets. Je suis preneuse de toutes vos idées. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!